Sortir des dinosaures de cette île est la pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Et je vais être là quand vous l'apprendrez. Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique. Nous avons commis une grave erreur. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Salut les égarés! Depuis Jurassic Park et à l'heure où le dernier Jurassic World va sortir d'ici quelques semaines, le fantasme de la désextinction n'a plus de secret pour personne. Ian Malcolm, sacré personnage de la saga, utilise même le terme de désextinction dans l'avant-dernier film de la franchise. S'il n'y avait que les films, des documentaires et des articles de presse nous abreuvent régulièrement du désir de certains scientifiques de ramener des êtres disparus à la vie. Encore dernièrement, qui n'a pas vu des sujets tournés sur le net concernant le rat de l'île Christmas ou le tigre de Tasmanie. Mais alors, c'est quoi la désextinction? D'où vient ce concept? Selon la définition de Wikipédia, la désextinction ou résurrection est le processus de création d'une espèce apparentée à une espèce éteinte grâce aux avancées récentes en génétique et biologie synthétique. En 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature déclare que la désextinction est un outil potentiel de restauration de la biodiversité, de stabilisation et de renforcement des écosystèmes. L'IUCN préférera d'ailleurs parler d'espèces proxy plutôt que d'espèces revenues à la vie, étant donné qu'il est impossible de recréer des copies conformes d'espèces disparues. Pour beaucoup, et même si la proposition peut paraître alléchante, ce sujet porte à controverse. En effet, bon nombre de voix se lèvent pour dire qu'il faudrait plutôt se concentrer sur les espèces actuelles en voie de disparition. Il apparaîtrait que le fait de s'attacher à penser que les biotechnologies peuvent ramener des espèces à la vie peut mener à une baisse de soutien économique et politique dans les efforts de conservation des écosystèmes modernes. Ainsi, les fonds apportés au clonage d'espèces en voie de disparition pourraient se voir sucrés au profit des programmes de désextinction comme l'affirmeraient Fries et Morris en 2014. Un autre point plus insidieux serait que le simple fait de pouvoir ramener des espèces à la vie pourrait aller vers un relâchement des politiques économiques et écologiques en faveur de la protection des espèces. Pourquoi tenter de sauver les ours blancs, les baleines, les requins, les abeilles si l'on peut les recréer à volonté? Bon, on peut oublier tout de suite le fait d'avoir un jour un vrai Jurassic Park. Oui, désolé, mais la durée de demi-vie de l'ADN ne permet pas à la molécule de survivre plusieurs dizaines de millions d'années après la mort de l'animal. RIP, on va devoir se contenter de nos oiseaux. Ils sont magnifiques, non? Il y a plusieurs méthodes mises en avant pour parvenir à créer un proxy, notamment le clonage par transfert de cellules somatiques adultes, cellules formant le corps d'un organisme multicellulaire, provenant de tissus relativement bien conservés de l'espèce éteinte, comme le mammouth par exemple, dans des ovules ou des œufs d'une espèce proche, comme le projet Lazar australien ayant tenté de ramener la grenouille à gestation gastrique en 2013. L'ingénierie génétique par séquençage du génome et insertion des séquences ADN faisant la spécificité de l'espèce éteinte dans le génome d'une espèce proche toujours vivante, tigre de Tasmanie, rat de l'île Christmas entre autres exemples, ou une méthode d'élevage avec sélection par croisement des individus ayant le génome se rapprochant le plus du génome ancestral. Le programme Tauros aux Pays-Bas souhaite ramener le roc notamment. Ainsi, on repart en arrière en contrôlant au fur et à mesure si l'on a le génome de l'espèce disparue sous la main. On prend les individus exprimant le plus de caractères ancestraux et on commence sa tambouille. Un peu comme l'expliquait Pierre Barthélemy dans un article du Monde en 2013. Dans les années 20-30, on aurait réussi à reconstituer un animal proche de l'auroch, l'auroch de Heck. Tout cela par croisement, histoire de se rapprocher au plus près de ce à quoi pouvait ressembler l'ancêtre de nos vaches domestiques. Par le clonage, en 2009, une équipe a pu faire renaître un bouquetin des Pyrénées, premier cas de résurrection d'une sous-espèce qui a duré quelques minutes, le bébé mourant rapidement à cause d'une malformation pulmonaire. Le fait de ramener des espèces à la vie pose plusieurs problèmes, comme le fait qu'il est compliqué de concevoir un engagement financier et politique dans ce genre de domaine. En effet, ramener des espèces ne garantit pas leur survie, soit parce que les populations risqueraient d'être trop faibles génétiquement parlant, ou encore parce qu'il pourrait s'avérer être désastreux de réintroduire des espèces dans un environnement qui a fini par évoluer sans elles. Ces espèces peuvent aussi agir comme des espèces invasives. Mais il ne faut pas oublier non plus le
bien-être animal. Le clonage par exemple donne des animaux pouvant souffrir rapidement de pathologies diverses. De plus, des espèces ramenées à la vie peuvent également posséder des rétrovirus ou autres pathogènes capables de créer des épidémies, voire pire. D'un point de vue éthique comme écologique et sanitaire, la désextinction soulève bien des problématiques. Depuis les idées de désextinction du mammouth laineux, le Tyrannosaurus, le thylacine, etc., le sujet est tombé dans le débat public et non pas que scientifique. Des conférences comme les conférences TEDx en font désormais l'un de leurs sujets d'intérêt. Il est important certes d'intégrer ce sujet au débat public et scientifique, cela permettrait notamment de ne pas omettre que ceci peut entraîner des problématiques d'éthique comme le souligne dans un article de 2014 des Shlomo Cohen, et certains aspects comme la relation entre technologie et préservation de la nature se retrouvent d'ores et déjà dans d'autres débats menés depuis des décennies. Est-ce parce qu'il nous est permis de tenter que nous sommes autorisés à le faire? En matière d'économie, le premier modèle des impacts de la désextinction exposé par Bennett et al. En 2017 a mené à 3 scénarios différents. Seul un scénario dont les fonds proviennent de sources indépendantes de la conservation de la nature mène à un gain pour la biodiversité. L'article argumente que cela reste un manque à gagner pour les espèces existantes. Il ne faut pas oublier aussi que les fonds alloués à la conservation des espèces peuvent être détournés. Selon Bennett et son équipe, il faut se concentrer sur la préservation des espèces existantes. Cependant, les programmes de désextinction permettent néanmoins quelques retombées positives, comme dans les programmes concernant le mammouth laineux qui a permis le lancement d'une recherche sur la culture du virus de l'herpès d'éléphant, un pathogène létal qui décime les éléphants d'Asie. D'autres programmes permettant de séquencer l'ADN d'espèces disparues permettent aussi d'amoindrir les dépenses initiales liées à cela dans les programmes de désextinction. Selon Cherko et Greeley en 2013, il y aurait une forme de justice à ramener des espèces disparues à cause de l'homme. On pourrait aussi découvrir des principes actifs utiles en médecine dans des plantes déséteintes. On verrait aussi un bond phénoménal dans les avancées technologiques grâce au développement de l'ingénierie génétique. Il se pourrait aussi que répondre de l'appauvrissement de certains écosystèmes par l'introduction d'espèces déséteintes puisse s'avérer bénéfique. Et enfin, il y a l'effet waouh. Là, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Enfin, la place de la désextinction dans la conservation de la nature reste très relative. Le clonage d'une espèce de vache en voie d'extinction aux USA a ainsi entraîné de vives critiques à l'encontre de l'acte des espèces en danger des États-Unis. Selon certains experts, le fait est que les programmes de désextinction se servent de modification phénotypique d'espèces existantes par des moyens de sélection artificielle, d'élevage rétro-sélectif et d'hybridation facilitée par la manipulation génétique pour créer des proxys anthropogéniques, c'est-à-dire des espèces totalement créées de la main de l'homme par épigénétique, des espèces qui ne sont pas les espèces disparues elles-mêmes. La désextinction se voudrait donc être une extension ou un outil de la restauration de l'écologie dont la seule différence serait les techniques utilisées, notamment les biotechnologies. La réintroduction serait alors une forme de désextinction, comme la réintroduction d'une espèce de loup dans le parc du Yellowstone, sous-espèce qui ne présente pas une descendance directe avec la souche disparue. Avec la désextinction, comment on définit une espèce en danger du coup? Dans un article de 2018, Ben Jacob Novak revient sur la première définition de l'IUCN en exprimant que celle-ci était incomplète. Il fallait revoir la définition que l'on faisait d'une espèce éteinte, en voie d'extinction ou déséteinte. La main de l'homme change tout. Les rhinocéros blancs du Nord par exemple ne peuvent plus se reproduire que par assistance biotechnologique. Donc plus de reproduction dans la nature égale danger d'extinction. Mais si on peut les aider avec notre technologie, on classe ça comment? Puis, dans le grand zoo congelé de San Diego, on conserve les espèces sous forme unicellulaire, soit le premier stade de développement de tout organisme pluricellulaire. Quel statut on donne à tout ça? Éteint mais là quand même, vivant mais pas tout à fait? Du coup, on va avoir plein de nouvelles formules d'extinction qui vont coexister loin de la dichotomie en vie-éteint. L'extinction locale, l'extinction en milieu sauvage, l'extinction fonctionnelle, l'extinction par espèce engourdie et extinction globale. On pourrait aussi parler de ces programmes de désextinction comme l'obligation de répondre à une dette envers les espèces éteintes. On sait que de nombreuses espèces ont disparu ou disparaissent encore pour des raisons anthropiques, soit liées à l'homme. Le philosophe David Hiedt s'était attaqué au sujet en revenant sur les moyens biotechnologiques de répondre à cette dette, notamment par le clonage. La déontologie nous oblige à nous poser au moins 3 questions. Une espèce est-elle une entité qui a des droits? Si oui, une espèce éteinte en a-t-elle? Et enfin, si elle en a et y a droit, ces droits requièrent-ils sa résurrection? Comme le dit le philosophe Joel Friedberg, les individus d'une espèce peuvent avoir des intérêts, mais pas l'espèce en soi. De ce fait, il ne serait pas possible de lui faire du mal, mais seulement à ces individus. En effet, seuls les individus ont un niveau de bien-être et une âme. Il serait donc impossible pour l'homme de payer cette dette par la résurrection et devrait plutôt
plutôt prendre conscience de ce qu'il a commis dans le passé et s'engager à ne pas répéter ses erreurs. Alors, la désextinction, ne serait-ce pas au final se montrer trop présomptueux? Nous imaginerions-nous des murges? Quand dans un camp on critique les scientifiques qui pourraient surestimer leur capacité à contrôler l'impact des technologies dans des dynamiques aussi complexes que les écosystèmes, dans l'autre, on considère qu'il est trop arrogant de vouloir contrôler directement l'effet du problème plutôt que de s'attacher à vouloir agir sur les raisons sociales et comportementales humaines qui en sont à l'origine. Et il ne faut pas oublier le caractère juridique des questionnements autour de la désextinction. Doit-on breveter une espèce disparue ramenée à la vie? Comment on encadre tout ça sur le plan légal si on arrive au bout du projet? Jusqu'où peut-on aller? Que doit-on penser d'un point de vue éthique quand on sait qu'une espèce en voie de désextinction n'est autre que notre cousin, l'homme de Néandertal? Alors, jouons-nous vraiment à Dieu, à vouloir faire revenir des espèces disparues à la vie? Ou avons-nous commencé à jouer à Dieu quand nous en avons fait disparaître, comme le dirait le scientifique Mark Archer? Vouloir les faire revenir, réparer nos erreurs, serait-ce se montrer arrogant ou humble? Alors les égarés, la désextinction, bonne ou mauvaise chose selon vous? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. À très vite!